Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle André Cherubini, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier plus pour longtemps parce que je serai muté à Nantes à partir du 1er septembre prochain. Je voudrais d'abord remercier beaucoup ce groupe de travail, Cyril Leclerc notamment et aussi Arnaud et Flavien pour m'avoir proposé de présenter mon expérience en enseignement à distance. Euh, donc oui, je suis enseignant-chercheur et ces dernières années, depuis quelques années, c'est vrai que je prends presque plus de plaisir à enseigner qu'à chercher. Et cette expérience de l'enseignement à distance en particulier, je pense qu'elle arrive à un bon moment aussi de ma vie professionnelle. Ça m'a beaucoup plu. Et bon, après, je voulais un peu partager l'expérience parce que, bon, certes, c'est une présentation inédite, donc c'était aussi un peu un challenge parce que c'était pas la présentation classique qu'on sort du tiroir, on rajoute deux ou trois transparents et basta. Là, j'avais rien. Donc, voilà, j'ai passé la journée de hier un peu à préparer les transparents, mais c'est vrai que peut-être ça colle pas tout à fait à l'esprit qu'a évoqué Cyril là de l'enseignement en ligne en direct avec vous. C'est une présentation un peu classique, mais l'objectif c'est un peu de vous montrer mon expérience et puis peut-être ça peut servir à ceux parmi vous qui veulent se lancer dans des choses similaires ou sinon juste se confronter. Si vous avez fait aussi des enseignements à distance par rapport à ce que je vais vous raconter. Euh, voilà, donc j'ai intitulé Cours en ligne de robotique plus ou moins institutionnel entre YouTube et Moodle. C'est une petite histoire de 2-3 ans. On commence par Il était une fois, le contexte. Donc, j'enseigne au département EA de la faculté des sciences de Montpellier. Donc, ça, c'est un des bâtiments les plus récents du campus des sciences à Montpellier. Devant, il y a une statue d'art contemporaine. Ça représente un taureau. Donc, un peu symbole de la tradition des corridas du sud-ouest. Mais tout le monde à Montpellier l'appelle le Donut. Et c'est connu donc c'est un peu l'endroit où est la faculté des sciences. Et moi, je suis dans un département EA, l'acronyme pour électronique, électrotechnique et automatique, même si de fait, les automaticiens à Montpellier aujourd'hui sont tous des roboticiens. Donc, on discute souvent du fait que finalement, ça devrait être du EER presque. Et on a essayé un peu aussi de changer les enseignements dans ce sens. Il y a un master qui s'appelle aussi EA, la mention et qui a un tronc unique au semestre 7 de l'enseignement supérieur, donc au premier semestre du Master 1. Et après, sur les 3 semestres suivants, se différencie en des parcours, dont donc le parcours robotique dans lequel j'interviens le plus. Donc voilà un petit schéma illustratif. On a une licence de 3 ans classique qu'on appelle EA. Et après, en bac plus 4 et bac plus 5, il y a ces 7 parcours, dont le parcours robotique. Et on a environ 80 étudiants en mention et 20 en robotique. Et une des complexités dont je parlerai aussi au cours de ma présentation, c'est qu'il y a beaucoup de mixité, de brassage, parce qu'il y a des gens qui arrivent à tout moment sur les 5 ans et des gens qui partent. Donc, c'est difficile de faire la mise à niveau de toutes ces personnes qui arrivent et qui partent, y compris l'international. On a beaucoup d'étudiants qui viennent en particulier de l'Afrique du Nord, francophone, bien sûr, et récemment aussi beaucoup du Liban. Et donc, mon service d'enseignement est donc constitué de certaines matières qui sont dans le tronc commun, en particulier l'automatique, linéaire, non linéaire, monovariable et multivariable, et le traitement d'image. Et ensuite, plus spécifique à la robotique, j'ai fait un cours que j'ai créé qui s'appelle Base de la robotique, après perception pour la robotique, et des cours un peu plus fondamentaux, optimisation et intelligence artificielle. Voilà, du coup, je vais commencer. D'habitude, les histoires se finissent par le coup de théâtre, mais là, je commence par le coup de théâtre que vous connaissez tous. Donc, c'était le 17 mars 2020 et on s'est retrouvés donc du jour au lendemain presque confinés. Donc, vous vous en souvenez tous, je pense. Là, j'ai mis des photos de ma ville, Rome. Ces jours-là, donc l'Italie avait été confinée une semaine plus tôt que la France. Et le matin du 17, j'étais allé à la plage à Montpellier, c'était très tôt. Et de toute façon, il y avait déjà un ressenti
de l'ambiance qui régnait et la plage aussi était assez vide. Et puis le soir, on était donc en confinement, ça a un peu bousculé nos vies et aussi notre vie professionnelle, bien sûr. Donc, on s'est retrouvé à enseigner à distance avec un usage intensif des charentaises plus que d'habitude. Et, euh, et du coup, entre autres, ça a mis un peu à l'épreuve notre besoin de s'adapter très vite. Donc, c'est quelque chose que je pense est prioritaire, critique dans notre métier. Mais là, ça l'était encore plus parce que les consignes changeaient assez souvent et elles étaient confuses. Parfois, on ne savait pas trop comment on devait enseigner. Et j'ai essayé de m'en rappeler hier, donc quand j'ai fait les transparents. Et j'ai identifié en gros deux périodes, deux étapes importantes. Au début, donc au deuxième semestre de 2019-2020, on faisait de l'enseignement à distance. Donc c'était encore relativement gérable avec des plateformes qu'on testait. Donc Skype, Discord, Meet. Ben, j'ai oublié de mettre Teams qu'on utilise aujourd'hui pour cette conférence. Et à la fin de Zoom, que personnellement j'ai adopté, j'ai préféré et que j'adopte encore aujourd'hui le plus, le plus. Et après, ça s'est compliqué encore au premier semestre l'année suivante, donc à l'automne 2020, où on est passé au moins à Montpellier, mais je pense que c'était le cas à plusieurs endroits en France, à un enseignement qu'on appelait hybride à 50% des effectifs par demi-créneau. Donc, pour faire un exemple, si on avait 3 heures de cours magistral, on faisait passer la moitié de la classe, de la promo, pendant 1 heure et demie. Après, ils quittaient la salle et il y avait l'autre moitié qui rentrait dans la salle. Et le tout, bien sûr, avec la contrainte qu'il fallait transmettre le même volume de connaissances à tout le monde. Donc pour ça, j'avais adopté une stratégie, je pense que je n'étais pas le seul, qui était donc que j'enregistrais au préalable les 3 heures en vidéo que je postais sur YouTube. Donc souvent, c'était évidemment au dernier moment, hélas. Donc les étudiants étaient très tolérants aussi à ce niveau. Et ben, le contexte faisait qu'on était tous un peu tolérants, je pense, dans la mesure du possible. Et ils devaient d'ailleurs regarder la vidéo avant de venir en cours. Donc c'était un peu comme de la pédagogie inversée, parce qu'après, dans la partie présentielle, j'ai repassé les transparents très vite, parce que je faisais passer les transparents qu'en conditions normales, j'ai passé en 3 heures, je les faisais passer en 1 heure et demie, donc rapidement, et les étudiants m'arrêtaient juste s'ils avaient des questions. Et après, rebelote avec la deuxième moitié de la classe, donc j'ai refait l'étape C avec l'autre moitié des effectifs qui rentraient dans la salle. Donc ça va sans dire, ça m'a obligé, comme nous tous, je pense, tous ceux qui ont travaillé à cette époque, à travailler la nuit assez souvent. Donc bon, il s'avère que moi, je fonctionne assez bien la nuit, mieux la nuit que le matin, mais c'était pas toujours agréable. Et bon, je reviendrai sur ça parce que c'est arrivé aussi après. Mais bon, je pense aussi, ça vous arrive aussi. Et donc, je vais dire 2 mots sur l'enregistrement des cours que je faisais sur l'outil que j'utilise aujourd'hui, là, dont je suis fan, même s'il est cher, payant, mais qui me permet de gagner beaucoup de temps. C'est Microsoft PowerPoint, en particulier la version pour Mac, mais je pense que la plupart de ces caractéristiques sont aussi sur Windows. Et donc, j'ai passé sur des transparents avec un maximum d'animation, comme aujourd'hui. Donc, ça me permet personnellement de gagner du temps par rapport à utiliser une tablette, par exemple, ou un stylet. Et j'enregistrais la vidéo et l'audio avec un bouton qui est sur les transparents même et qui permet de synchroniser les touches du clavier avec le son enregistré. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut par la suite corriger l'enregistrement et le transparent est synchronisé toujours avec les touches. Et ça, on peut le faire sur chaque transparent. Donc, ça se fait avec le bouton que vous voyez là encerclé. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a un haut-parleur sur le transparent qui contient la trace audio. Et donc, il suffit de remplacer la trace audio sur ce transparent sans avoir à tout refaire. Alors, c'est un gros avantage par rapport au stylet à la tablette où normalement, il faut refaire un montage derrière si on fait une faute. Et donc, déjà, il faut avoir un logiciel de montage vidéo. Et enfin, à ma connaissance, après, je ne suis pas un expert, mais c'est pour en avoir discuté un peu avec les collègues.
Et donc là, par contre, c'est un peu plus pratique quand on fait une faute, on change juste de transparent, on a fait la faute. Là où l'idéal est le plan séquence. Donc j'ai mis, je suis cinéphile, donc je vais en parler un peu dans les slides aujourd'hui, mais Rope, c'est un film d'Hitchcock qui est réputé en cinéma pour être, bon, c'est une légende parce que de fait ce n'est pas vrai, mais qui a la réputation d'avoir été tourné sur un seul plan séquence. Donc l'idéal, c'est d'arriver à faire des cours sans faire du montage derrière, ce qui clairement n'est pas évident. La dernière étape, en effet, une fois que tout ça c'est fait, que les corrections sont faites, c'est d'exporter la vidéo, par exemple format MP4, peu importe. On fait export as vidéo et on a plusieurs options pour pouvoir configurer la vidéo comme on le souhaite et on a une vidéo prête. Donc, je faisais des cours assez courts, d'une durée de 5 à 15 minutes pour alléger un peu la charge. Et à la fin de chaque vidéo, je faisais un exercice un peu comme un format court TD et qui donc laissait le temps de la réflexion à l'étudiant ou au spectateur. Par exemple, ici, voilà, vous avez un modèle géométrique direct à écrire. Je donne juste ces équations. Et le démarrage de la vidéo suivante est constitué de la correction de l'exercice. Donc, les vidéos suivantes, voilà, je donne la correction. Bon, je ne la donne pas d'emblée comme ça. J'explique la procédure pour y arriver. Mais l'idée, voilà, c'était de créer un peu de suspense, pas autant que Hitchcock dans Rope, mais voilà, ou un peu, si on actualise, c'est un peu l'idée des séries. Donc, pour que l'étudiant, il ait un peu la fin d'aller voir la vidéo suivante. Je vous montre un petit exemple ici. Donc là, c'est une vidéo. Là, ça commence justement par la correction d'un exercice. Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, nous avions évoqué. Ah, pardon. Un problème de. Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, nous avions évoqué le cas d'un robot de type unicycle se déplaçant sur un plan. Ce robot a donc 3 degrés de liberté, comme il peut translater en 2 directions et s'orienter dans une 3e direction, mais il a ce qu'on appelle une contrainte de non-autonomie qui lui empêche instantanément de se déplacer sur le côté. Donc le modèle qu'il aurait s'il pouvait bouger dans tous les sens est réduit du fait de cette contrainte de non-autonomie, car Vy est forcément nul. Je vous avais donc demandé d'écrire le modèle correspondant à l'unicycle. Je vais donc corriger cet exercice aujourd'hui, puisque le Vy disparaît. Cela correspond aussi à la 2e colonne de la matrice du modèle cinématique complet dans le cas omnidirectionnel. Et donc, le modèle va se réduire de cette manière et il va être constitué uniquement d'une matrice 2 colonnes, 3 lignes, puisque seulement 2 vitesses peuvent être actionnées sur l'unicycle. La vitesse d'avancée que j'appelle désormais V en enlevant l'indice X, puisqu'il n'y en a qu'une, et la vitesse angulaire oméga. Voilà, donc ça, c'est un peu le type de vidéo. Je ne vais pas vous en passer plus. Par la suite, on peut passer à la publication. Donc, sur YouTube. Donc, j'avais déjà une chaîne YouTube d'avant sur laquelle je mettais des vidéos enfin, plus pour le fun. Et donc là, c'est en appuyant sur. Donc, on peut uploader une vidéo, donc la télécharger sur la chaîne. Après, il y a un bouton que vous voyez là apparaître sur cet écran. Donc, il s'avère que aussi, j'ai géré la chaîne YouTube de l'équipe de recherche sur laquelle on poste les vidéos des expérimentations. Donc,
j'avais un peu d'expérience sur ça. Et une fois qu'on a téléchargé la vidéo, on peut évidemment configurer différentes options, en particulier les droits à l'utilisation, l'accès à un public d'enfants, etc. Les mots-clés qui permettent de taguer la vidéo. Et enfin, on la publie, donc on peut la publier aussi en mode public ou privé ou que sur lien. Je pense que vous connaissez tous ça, plus ou moins. On peut faire des playlists, donc ça permet de faire du rangement dans les vidéos et ça permet aussi aux étudiants ou aux spectateurs d'avoir plus facilement accès à la liste, enfin à un sujet particulier. Et puis la liste, elle est ordonnée. Donc, comme je vous disais, avec les fins d'exercice et début d'exercice, là, tout est rangé. Donc là, on rentre dans un nouveau monde, effectivement, qui est celui du réseau social. Donc, j'ai mis une image de Narcisse parce que le réseau social, bien sûr, c'est le paradis des narcissistes. Et c'est une peinture de Caravaggio. Donc, je pense que vous connaissez la légende de Narcisse qui s'estimait si beau qu'il finit par se noyer en regardant son image reflétée par l'eau. Et le réseau social, bien sûr, ça satisfait tous ses besoins, presque trop, puisque en plus, dans YouTube, vous avez des statistiques, donc vous pouvez à tout moment accéder à voir quelles sont les statistiques concernant votre chaîne ou aussi vos spectateurs. Là, vous avez les courbes sur les vues. Et vous pouvez aussi voir des informations concernant les spectateurs. Donc, en particulier, bon, donc déjà là sur les vues, bon, je n'ai pas parlé, mais c'était intéressant de voir qu'il y avait des pics dans les périodes d'examen où les étudiants ils regardaient plus souvent les vidéos parce que l'examen approchait. Et là aussi, bon, on voit clairement que le public de ma chaîne, c'était surtout constitué par des étudiants de l'enseignement supérieur entre 18 et 24 ans principalement. Et puis une chose aussi qui était sympa, qui m'avait aussi remotivé à cette époque, c'était qu'il y avait beaucoup de vues du Maghreb. Donc, puisqu'il s'agissait d'une chaîne francophone sur l'automatique et donc ça touchait un public assez vaste et donc bien sûr c'était quelque chose qui me faisait plaisir, le fait de pouvoir quelque part pouvoir partager ma connaissance à distance avec des endroits où c'était probablement plus difficile d'y accéder par les moyens, on va dire, institutionnels. Et donc Algérie, Maroc, Tunisie. Et puis les vidéos les plus regardées aussi, donc ça permet aussi de savoir un peu ce qu'on fait. Et donc là, clairement, c'était beaucoup plus sur la partie automatique, donc le tronc commun, que sur la partie robotique, qui est un peu plus de niche, en particulier au Maghreb, je pense. Il n'y a pas beaucoup de formations en robotique. Et tout ce qui était le plus regardé, c'était tout ce qui concernait la commande automatique, en particulier multivariable, linéaire. C'était le top des listes. Et après, évidemment, le réseau social, il est accompagné par les commentaires. Donc ça, c'était drôle aussi. Donc des commentaires comme «Je t'aime, tu m'as sauvé la vie» ou voilà, des choses comme ça qui encore alimentent notre narcissisme. Donc je dis ça pas de façon péjorative, hein. Je pense que c'est aussi important dans notre métier d'avoir des satisfactions de ce type et donc les commentaires comme ça peuvent être un soutien dans les moments plus difficiles. Et il reste le fait qu'en partie, on est un peu acteur et comédien quand on fait notre cours et qu'il est important d'avoir aussi des retours de ce type qui sont utiles pour l'auto-estime. Il ne faut pas en avoir honte, je pense. Et les anglo-saxons sur ça sont maîtres et vont d'ailleurs nous l'enseigner aussi. Donc, en résumé, sur cette partie sur YouTube, les avantages qu'il y a, bon, c'est que c'est un outil puissant, simple et ouvert qui permet aussi d'avoir des retours. Moi, je n'avais pas trop le temps de les gérer, les retours, mais c'est vrai que parfois les étudiants ils étaient en demande d'autres ressources, ou sinon ils pouvaient aussi faire remonter des cookies, des choses comme ça. Ça permet de faire rapidement une mise à niveau. Par exemple, quand on acceptait les étudiants, on pouvait leur dire allez voir sur la chaîne YouTube pour être à niveau avec vos collègues l'année prochaine. Donc, ça leur permet de se mettre à niveau avant d'arriver à Montpellier.
Et d'une façon générale, ce sont des vidéos réutilisables. Et ça, c'est très pratique aussi sur une plateforme qui ne change pas, à la différence parfois de nos plateformes institutionnelles. Donc, par exemple, ici, vous avez le texte d'un TP que je fais en Master 2. Donc, Master 2, c'est enseigné en anglais, c'est pour ça que l'énoncé est en anglais. Et là, vous avez le lien à la vidéo. C'est un TP, un servicement visuel. Et donc, j'ai fait. L'étudiant, il clique sur le lien et il voit ce que vous voyez ici. Donc, la vidéo avec un petit robot à roues qui doit s'asservir visuellement par rapport à une cible en noir. Et ça, c'est l'attendu. Donc, c'est assez pratique parce que ça permet à l'étudiant, avant même de commencer le TP, de savoir ce qu'on veut qu'il arrive à faire. Et donc, ça évite l'effet démo, de devoir faire des démos ou de montrer des choses. Vous avez juste à reprojeter la vidéo et puis l'étudiant, il sait ce qu'il doit faire. Euh, Et bien sûr, une autre chose importante, c'est que ça permet d'entraîner son oral, parce que souvent, nous, on enseigne, mais on n'a pas de retour. Et là, par contre, rien qu'en se réécoutant, parce que, bon, après, quand j'ai fait les vidéos, quand même, je les réécoutais pour voir que le son était bon. Et donc, ça permet aussi d'éviter les blancs ou les moments où on parle, on fait des erreurs ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est un très bon entraînement aussi pour l'enseignement ou pour les conférences, en tout cas pour parler à l'oral en public. Et bon, évidemment, c'est aussi utile pour les dossiers de carrière parce qu'après, quand vous faites une chaîne YouTube ou des enseignements à distance, vous pouvez aussi le valoriser dans les dossiers que vous faites pour le CNU ou autre. Donc, j'étais content de cette expérience et après, ce que j'avais un peu en tête comme rêve, c'était de faire un MOOC, donc en anglais Massive Open Online Course, mais bien sûr, des MOOC en robotique, il y en a une pléthore et c'est surtout dans le monde anglo-saxon. Donc, bon, bien sûr, Peter Cork, qui est un des pionniers de notre domaine dans plein de choses, il a son MOOC qui est très regardé. Vous avez un super MOOC qui est fait par Kevin Lynch, l'ancien éditeur en chef de Tiaro. Et c'est un MOOC, même en termes d'effets spéciaux, c'est assez impressionnant parce que Kevin Lynch, il écrit, et puis il écrit avec, enfin, les formules apparaissent pendant qu'il parle, avec les dessins aussi. Enfin, on se dirait vraiment à Hollywood. Et après, vous avez aussi des cours. Bon, j'ai aussi regardé un peu des cours qui étaient plus de divulgation sur les maths ou sur les outils fondamentaux comme Three Blue, One Brown, je trouve très bien aussi et qui est aussi très visuel avec des graphismes impressionnants. Ça permet d'expliquer plein de notions compliquées d'algèbre ou de maths appliquées de façon visuelle. Et puis, ben, après, bien sûr, en France, il y a aussi une très bonne école avec Jacques Gangloff qui, depuis longtemps, entretient un MOOC. Et puis, ben, Luc Jolin qui va présenter juste après moi aujourd'hui, qui a aussi une expérience en MOOC assez longue. Donc voilà, c'est un cadre assez riche. Et après, j'ai eu une opportunité parce qu'il y a eu un appel à projet interne de l'université. Donc, c'est des appels que souvent on néglige, mais qui en fait sont parfois très intéressants. L'appel, c'est un appel qui se fait tous les ans, qui s'appelle Numérique au service de la formation et qui proposait justement de ce genre de choses. Et donc, moi, je trouvais que c'était intéressant parce que ça me permettait d'une part de réutiliser le travail fait, les fameuses nuits blanches que j'avais passées pendant le confinement. Encore une fois, ça permettait de permettre aux primo-entrants de se mettre à niveau et de l'évaluer. Et il y avait aussi une possibilité intéressante qui était celle d'être accompagné par la direction du système d'information et du numérique de l'université, qui accompagnait aussi bien le montage du projet qu'après le projet en lui-même. Et, euh, et donc, j'ai songé aussi à ouvrir un nouveau public, donc faire de la robotique pour les nuls, entre guillemets, donc cibler aussi des gens autres que des étudiants. Et bon, bien sûr, ça offre une vitrine pour mon employeur qui est l'UM. Donc, et c'est aussi un travail qui était rémunéré parce qu'il était payé en heures équivalent TD, donc ce qui était quand même aussi important pour moi. Donc, c'est pour ça que donc, dans l'appel, j'ai proposé un MOOC qui s'appelait Base de la robotique et qui vraiment ciblait tout public à la base, y compris
des employés de l'industrie ou des passionnés, et dans lequel aussi je donnais les bases fondamentales en maths, géométrie et proba, on va dire algèbre, pour juste les bases suffisantes, même sans avoir fait forcément une licence, pour pouvoir un peu s'approprier des notions de base en robotique. Donc, l'idée, c'était de répondre à ces questions. Donc, en gros, la modélisation, la perception et la commande d'un robot. Et il fallait le faire sur 6 semaines. Ça, c'était déjà un peu le cadre que me donnait la DSIN de l'université. Donc, avec aussi d'autres ressources externes. Et de pouvoir le diffuser sur une plateforme qui s'appelle Fun, que vous connaissez peut-être, c'est France Université Numérique. C'est une plateforme qui recueille, qui accueille tous les MOOC en France, donc de l'enseignement supérieur. Donc, je suis parti d'un tableau qui est évidemment celui qui n'a pas pu être respecté de fait par le planning et par un cadre, un accompagnement qui ont été importants. Donc déjà, à l'origine, j'étais parti sur essayer de garder le format minimaliste et de réutiliser les vidéos. Mais très vite, j'ai été confronté à un cadre. La première contrainte, c'est que je pouvais utiliser que des images ouvertes. Je devais utiliser un format 16 neuvième et il me fallait 12 heures. Donc très vite, j'ai dû me remettre au travail et travailler ces vidéos encore une fois tard le soir parce que celles que j'avais faites ne correspondaient pas aux besoins. Mais en termes d'accompagnement, donc j'ai eu un teaser professionnel qui a été fait et que je vais vous montrer ici, qui était filmé par la DHN. Êtes-vous fasciné par les robots, même quand ils ne fonctionnent pas comme prévu, comme ce bras robotisé qui se cogne violemment sur une table? Vous êtes étudiant, enseignant dans le secondaire ou dans le supérieur, ingénieur, salarié de l'industrie, ou même simplement vous sentez l'envie ou peut-être même le besoin d'apprendre les bases de la robotique. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Ce MOOC, intitulé Bases de la robotique, présente les étapes clés dans la programmation des robots, aussi bien à base fixe, par exemple les bras robotiques utilisés dans l'industrie automobile, qu'à base mobile, par exemple les voitures autonomes. À la fin du MOOC, vous serez capable de maîtriser les techniques permettant à un bras robotique de prendre et déplacer des objets et à un petit véhicule de suivre le dessin noir. En particulier, le cours apportera des réponses aux questions fondamentales de la robotique. Comment représenter mathématiquement un robot? Comment rendre un robot capable de percevoir son environnement? Comment rendre un robot autonome afin qu'il puisse interagir avec son environnement et se déplacer d'un endroit à l'autre? Je m'appelle Andrea Cherubini, je suis professeur à l'Université de Montpellier et je vous accompagnerai pendant 6 semaines à la découverte de la robotique. En 6 semaines, vous aurez fait le tour. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous vite pour découvrir les bases de la robotique. À bientôt. Voilà, donc ça c'était aussi sympa et ça permettait bien sûr de pouvoir diffuser la chose. Et aussi, ils m'ont accompagné en montant le tableau de scénarisation, comme ils l'appellent, donc un peu le sommaire du cours. Par la suite, ils m'ont aussi proposé de transformer le MOOC en SPOC. SPOC, c'est un Small Private Online Course. Donc, ça a été redimensionné parce qu'une des contraintes des MOOC, c'est qu'il faut, bon, je pense Luc en parlera tout à l'heure aussi, mais il faut assurer un suivi des étudiants. Il y a toute une infrastructure à monter autour du cours aussi, où on les évalue et obligatoirement d'une semaine sur l'autre. Et c'était quelque chose que de fait, il n'était pas possible d'assurer à l'UM, ni par moi, ni par les collègues. Donc, on est passé sur un autre modèle qui est le modèle du SPOC. Et ce n'était donc plus possible de le diffuser sur Fun, qui est une plateforme uniquement pour les MOOC. Et à la place, on l'a diffusé sur Moodle. Donc, vous avez un lien que j'ai aussi diffusé sur le réseau du GDR, où vous pouvez aller sur la page de Moodle de l'UM et vous connecter en tant qu'invité.
Et en tant qu'invité, vous êtes obligé de faire une semaine pour accéder à la suivante. Donc, après, là, ici, par contre, vous voyez ce que vous verrez si vous êtes effectivement avec un compte. Ah, pardon, excusez-moi. Aussi, si vous êtes invité, il n'y a pas le suivi pédagogique et le QCM est optionnel. En revanche, si vous vous connectez, enfin, ou d'une manière générale, une fois que vous avez conclu une semaine, vous avez des visualisations de ce type. Donc ça, c'est la vue que vous avez avec les différentes semaines. Et après, sur chaque semaine, sont indiqués les objectifs de la semaine. Il y a aussi un forum pédagogique qui permet aux étudiants d'échanger sur les contenus de la semaine. Alors, dans les objectifs, là, vous voyez trois verbes, identifier, réviser, découvrir. Donc ça, c'était aussi intéressant parce que dans le cadre de la pédagogie aussi, la DSIN m'a fait découvrir la taxonomie de Bloom, que vous voyez ici, qui est un modèle pédagogique qui permet de voir les différents objectifs dans l'apprentissage. Donc, on commence par la connaissance d'un sujet, après on le comprend, on l'applique, on l'analyse, et après il y a la synthèse et l'évaluation. Donc, ce sont ces six niveaux. Et donc, il fallait que je définisse les objectifs de mes cours à partir des verbes, en utilisant les verbes qui apparaissaient là. Donc là, vous retrouvez les verbes, identifier, réviser, découvrir. Et donc, c'était un exercice intéressant aussi qui m'a permis aussi d'apprendre un peu plus de notions vraiment de la pédagogie et de comment transmettre les connaissances. Après, si on retourne toujours sur la page du MOOC, qui n'est plus un MOOC mais un SPOC, si vous allez sur SPOC, après, vous voyez les différentes vidéos, donc l'une après l'autre. Ce sont des vidéos très similaires à de celles que j'avais fait pendant le confinement, donc avec juste les transparents qui défilent. On ne voit pas mon visage, on entend juste ma voix. Et les exercices en fin en début de séance. Et in fine, on a des ressources externes. Donc là, par exemple, c'est les ressources relatives aux fondamentaux des mathématiques. Donc ça, c'est une collègue de Claire. C'est grâce à Claire donc, que j'ai trouvé ces ressources de l'Université de Toulon sur les maths et des transparents ou des autres, des liens vers d'autres MOOC. Et enfin, il y a un QCM qui permet à l'étudiant d'évaluer son niveau. Et voilà, donc je crois que j'ai conclu. Je devrais être dans les temps. Donc, juste pour conclure et pour laisser un peu voilà, d'inspiration, j'espère, pour ceux parmi vous qui veulent se lancer dans ce genre de choses, je pense que, il y a beaucoup de façons de faire de l'enseignement à distance. Donc, la première question à se poser, c'est quel est le public, comme toujours quand on fait de l'enseignement. Parce que la même notion peut être enseignée de 10 manières différentes suivant quel est votre public. Quels sont vos objectifs ou les objectifs en tout cas de cet enseignement? Restez réaliste, en lien aussi avec ce que vous verrez typiquement des universités américaines ou privées, où clairement les moyens sont énormes et parfois les enseignants, ils prennent des années sabbatiques entières pour monter des cours de ce type. Donc, ça justifie aussi les moyens et la qualité de leur travail. Donc, il faut faire avec les moyens qu'on a, mais après, ça permet quand même de faire beaucoup de choses et de toucher un public vaste. Et faites-vous aider. Donc là aussi, personnellement, j'ai appris beaucoup en travaillant à l'université avec la DSIN. Donc aussi, comme je disais, sur la pédagogie et sur la manière de travailler ces vidéos. Et puis surtout, amusez-vous parce que c'est vrai que, bon, moi, après, de base, j'ai toujours été cinéphile, comme je disais. Mon idole de jeunesse, c'était Sergio Leone. Et j'aurais bien aimé être réalisateur, donc ça m'a permis aussi un peu de m'éclater sur du montage vidéo et des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut toujours garder en tête cet esprit que les choses sont bien faites si vous vous régalez. Et puis voilà, et je conclus juste en vous incitant à peut-être ne pas travailler trop la nuit, mais sinon c'est tout pour moi. Et voilà, si vous voulez discuter un peu, je ne sais pas s'il reste peut-être 5 minutes, sinon j'ai fini. J'arrête le partage.